Voilà, je les combinerai plus tard. Hop. Pour voir par quoi je me fais coach mentalement, physiquement, etc. Du coup, alors je vais installer mon setup de lumière parce que sinon ça va être vite hop, très chiant à regarder. Mais voilà, du coup, le principe en fait c'est que vis-à-vis de la préparation mentale et physique, déjà, mon Elo n'a aucun impact. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Ça n'a aucun impact. Ensuite, vis-à-vis de la préparation technico-tactique, pourquoi est-ce que mon Elo aurait de l'impact en tant que coach? Parce qu'en fait, le fait d'enseigner le jeu et le fait de jouer au jeu, c'est deux skill sets différents. Ce sont deux skill sets qui sont entièrement différents. Dans l'un, il faut avoir des informations et il faut être capable de reconnaître des informations et de les analyser. Dans l'autre, il faut être capable d'appliquer ces informations dans un contexte stressant de in-game. Un Gold n'a pas assez de connaissances pour coach sur LoL. Ah bon? Pourquoi? Encore une fois, pourquoi est-ce que ma capacité à appliquer des informations impacte sur ma capacité à reconnaître ou à analyser des informations? Après, voilà, j'ai 250 LP là, ATM, je pense pas que tu puisses m'apprendre grand chose. My bad. Alors, je peux intervenir là-dessus ou pas? Tu peux Vite fait. intervenir là-dessus si tu veux. Moi, l'exemple que j'adore le plus prendre, je pense qu'on connaît tous LS, le coach, enfin l'ancien coach des Cloud9 qui fait la méta à chaque saison. Ce mec-là, il est D2 sur son serveur. Il est diamant 2 sur son serveur et pourtant il coach des équipes pro et il invente la méta à chaque fois. Donc je pense que du haut de 250 LP en master, tu dois potentiellement... D2 c'est pas gold, mais D2 c'est en dessous de Chal. Et en fait, pour avoir été dans les deux, je peux t'expliquer qu'en fait, entre un Grand Master et un D1, bah, tu as 4 univers de différence. Et entre un Master 200 LP et un Challenger, il y a, bah, je sais pas, plus que 6 univers de différence en fait. Donc en gros, que tu sois D2 ou que tu sois Gold, tu peux avoir un niveau de connaissance qui t'explose au final. Le fait juste d'avoir de l'élo et de monter, c'est juste ta capacité à pouvoir appliquer les connaissances que tu peux avoir acquises. Là où Sherluc a une connaissance du jeu qui est probablement 3 fois supérieure à la tienne, mais il n'a pas les mécaniques qui lui permettent de les appliquer parce que soit il s'en branle ou que c'est pas son objectif. Mais c'est tout en fait. C'est les connaissances et la capacité à mettre les connaissances en place, c'est deux choses différentes. Après, juste le simple fait que je travaille avec des joueurs qui vont de Aichal à Loelo, je t'invite juste, si tu es intéressé de prendre du coaching, je t'invite juste à poser les questions aux joueurs avec lesquels j'ai travaillé. Moi, je ne courrai pas après toi pour, pour te faire du coaching. Euh, Plus qu'une question, un feedback. Ce discours était riche de nuances et dépassait le cadre du jeu, personne plutôt que joueur, est un des points qui m'a le plus séduit. Je répète ici que la réputation n'est pas usurpée, mais pour rejoindre au sujet... Ah, ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Et merci Obsas d'intervenir. Euh, tuc, 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 tuc. Un élève sans objectif mais qui veut être coaché, est-ce qu'un coach peut lui en donner? Bien sûr. Encore une fois, l'élève en fait ne connaît pas son but en rentrant dans la session. C'est-à-dire qu'un élève qui arrive et qui dit je veux un élève lambda qui est gold et qui arrive dans une session et qui dit mon but c'est de passer diamant ou mon but c'est de passer master. En réalité, cet élève, dans la plupart des situations, il se fourvoie sur son but. Donc à nouveau, est-ce que l'élève il a un but en rentrant dans la séance, même s'il se fourvoie dessus? Au final, non. Il ne sait pas pourquoi il est là. C'est le but du coach d'amener l'élève à une satisfaction, à une relation satisfaisante avec le jeu. Si un élève n'a pas de but mais qu'il vient pour être coaché parce que il sait pas pourquoi, il est quand même là, il est quand même dans les DM du coach. Donc ça veut dire que quelque part, quelque chose l'a poussé à prendre du coaching. S'il avait vraiment absolument rien à faire avec le jeu, il viendrait pas
prendre l'investissement d'aller demander un coaching. C'est au coach toujours de guider le joueur vers ce qu'il doit atteindre. Qui veut être plus fort au jeu? Tout le monde? Non. Demande à moi si je veux être plus fort au jeu, ma réponse ça va être non. En fait, la nuance, elle se tient dans qui veut être plus fort au jeu? Tout le monde. Qui veut s'entraîner pour être plus fort au jeu? Non merci. Comment ça se passe entre chaque game, win ou lose? Quel point reprend-on? Team play ou solo queue? Est-ce target sur un point travaillé solo queue ou un plan qu'on a mis en place en scrim team? Alors, ça dépend du processus de coaching des coachs. Il y a des coachs qui ne te font pas jouer en coaching. Il y a des coachs qui te font jouer, mais qui ne te font jouer qu'une fois. Du coup, comment ça s'appelle, ça dépend du processus de coaching. Ça dépend aussi des points à aborder, parce qu'en fait, le coach, il va forcément travailler quelque chose en particulier avec le joueur dans une séance. Tu rentres pas dans une session de coaching en disant vas-y tag une game, on va voir. En réalité, le coach, il sait déjà de quoi il va parler quand il fait ça. Donc, en fait, souvent, soit tu vas reprendre les points mécaniques ou micro spécifiques que le coach cherche à identifier, soit tu vas récupérer en fait pour ce qui est de la team notamment, tu vas récupérer les points macro que la team cherche à travailler. Par exemple, la team OTF ou Div 2. En team, en général, alors les problématiques de team, ça c'est une question que je vais garder pour le séminaire accès jeu d'équipe. Mais voilà, c'est quelque chose d'autre. Admettons que tu aies plus de connaissances que tous les masters du monde. Tu pourras quand même pas leur expliquer comment mieux se placer, comment mieux outplay solo carry, etc. Alors, déjà, j'ai pas j'ai pas estimé avoir plus de connaissances que tous les masters du monde. Mais ensuite, pourquoi je ne pourrais pas leur expliquer comment mieux se placer, comment mieux outplay, / solo carry, etc. À nouveau, les connaissances, les connaissances, un skill set d'analyse, ça nécessite des informations. Le fait de pouvoir jouer au jeu à un niveau où, en une fraction de seconde, dans la game, je suis capable d'analyser et d'en déduire le bon résultat pour pouvoir faire les choses correctement, c'est autre chose. Le fait que pour pouvoir jouer à un jeu vidéo, tu as besoin de doigts pour appuyer sur des touches de ton clavier, et donc il y a une capacité motrice également qu'il faut avoir pour pouvoir jouer au jeu à un niveau décent, c'est également un facteur qu'il y a beaucoup de gens qui oublient. Est-ce qu'on peut se présenter en tant que coach même si on considère qu'on n'a pas les compétences nécessaires actuellement et qu'on a la volonté d'acquérir l'expérience nécessaire au coaching? Et aussi qu'on ne peut pas stream. Alors, ne pas pouvoir stream pour le coup, c'est une barrière. Il faut pouvoir stream. Ouais, malheureusement, le partage d'écran, en fait, l'aspect technique, il est indispensable. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres. Est-ce qu'il y a des questions sur quoi que ce soit lié à la structure de coaching, à n'importe quoi? À quand des coachs TFT? Jamais. La structure LoL prend trop de temps et de ressources pour qu'on puisse lancer un département TFT. Et l'autre chose aussi, c'est que, en gros, en fait, je suis. Le problème, c'est que c'est moi qui gère la structure de coaching LoL. Du coup, en fait, je peux faire ça parce que j'ai les compétences pour pouvoir analyser le coaching technico-tactique d'un coach LoL. Parce que bah, je le fais moi-même. Mais en fait, je n'ai pas les skill sets pour savoir, par exemple, si un coach TFT dit de la merde. Ce qui fait que bah, je ne peux pas recruter de coach TFT en fait. Il faudrait que je puisse faire confiance à quelqu'un pour ça, et c'est impossible. La question que je me pose par rapport à ton rank, c'est plutôt comment tu fais pour vérifier une information. Par exemple, si tu coaches un GM, comment tu sais qu'il faut faire telle ou telle chose?
Parce qu'il y a des principes de base simples, enfin simples entre guillemets, qui régissent le jeu. Et en fait, ce qu'il faut faire sur le jeu, genre les choses correctes à faire, ce sont pas des choses random. Ce sont des choses qui sont basées sur de la game theory, au sens mathématique du terme, sur l'analyse du risque et du gain. Et du coup, en fait, si t'es dans une situation particulière, le contexte de la game fait que t'as pas 36 réponses qui sont viables. T'en as une ou deux. Et du coup, en général, t'en as une ou deux. Et du coup, la question n'est pas de vérifier une information, parce que si c'est une information factuelle, à ce moment-là, je peux juste aller vérifier sur le wiki, ça me prend 2 secondes et c'est terminé. Par contre, si jamais, par exemple, la question c'est, voilà, dans telle situation, quelle est la bonne réaction à faire, à ce moment-là, en fait, ça nécessite une analyse des risques et des gains, et de là, t'en déduis quelle est la bonne, la bonne réaction. Mais ça nécessite de pouvoir avoir les outils d'analyse et les outils d'évaluation nécessaires à ça. Il y a un style de jeu dit académique, c'est ce qu'il faut faire de base pour gagner. Ce qu'on t'apprend en team et coaching solo queue qui marche de partout. Dites-moi si j'ai faux. Alors, j'aime pas le terme de style de jeu. Parce qu'encore une fois, en fait, il y a une idée de la façon correcte dont jouer au jeu. C'est-à-dire que d'un point de vue purement game theory, sur le papier, il y a une façon correcte de jouer au jeu. Et du coup, forcément, par définition, si tu dévies de cette façon correcte de jouer au jeu, donc tu fais des erreurs. Sauf que ces erreurs sont pas forcément punissables à moindre mesure. Ces erreurs sont pas forcément punissables par les joueurs adverses. Et de là, en fait, tu en détermines que il y a un certain nombre d'erreurs qui vont constituer ce que les gens appellent un style, du coup. Donc, par exemple, tu as un style agressif, tu as un style défensif, etc. Sauf que sur le papier, il n'y a pas de style agressif. Il y a des timings pour aggro, il y a des timings pour ne pas aggro. Maintenant, un joueur qui prend les timings, qui aggro dans les timings où il faut pas aggro, bah, il fait des erreurs en fait. Mais c'est ce qu'on va qualifier de style agressif. Et du coup, il n'y a pas de style académique non plus. Si tu veux, c'est juste qu'il y a des bons et des mauvais joueurs. Qui joue à LoL pour s'amuser ici? Moi. 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 Et du coup, voilà, c'est. Donc en soi, une personne qui coach un chal, c'est comme un manager pour une personnalité connue. Il a pas besoin d'être connu. Quoi? Il a pas besoin d'être connu pour le manager? Ah, ouais, alors. Oui et non. Il y a des choses. Ok. En fait, il faut de la nuance. À nouveau, là, c'est une généralité, mais il faut de la nuance. En gros, un joueur qui est chal, il a un certain skill set. Ok. Ce skill set, il doit être complété pour en continu être le meilleur joueur possible. Les trous dans son skill set peuvent être de l'ordre macro, de l'ordre de connaissance de jeu, de l'ordre de qualité d'analyse, etc., etc. À ce moment-là, n'importe quel coach qui possède ces compétences-là peut l'aider. Mais c'est pas parce qu'un coach va être high elo qu'il va avoir ces compétences-là, et c'est pas parce qu'un coach va être low elo qu'il va avoir ces compétences-là non plus. Par contre, s'il lui manque des qualités gameplay, ou s'il lui manque un certain skill set particulier de mental, il faudra un coach high elo pour pouvoir le développer. Parce qu'en fait, il y a des joueurs challengers qui vont tout simplement refuser de travailler avec des coachs si ceux-ci ne sont pas high elo, par exemple.
Fais-tu des coachings privés? Oui, j'en fais, mais j'en fais dans certains cas. En fait, je vis du coaching, donc je ne coach que les joueurs à Yellow et que un certain groupe d'élèves. Enfin, j'ai mes propres élèves et ensuite à côté, de manière privée, je coach que des joueurs à Yellow de manière payante. Je fais de plus en plus rarement du coaching privé low elo comme ça. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que d'ici 1 heure, à 18h, Croco va streamer pour montrer le T-Croco Showdown. C'est un show match en BO3 du coup, de deux coachs de deux coachs de la structure amateurs qui ont monté deux teams en partant de joueurs l'équipe TAC a déjà win. En partant de joueurs de la communauté, et du coup, pendant un mois, ils les ont train pour organiser un show match. Donc, n'hésitez pas à passer sur le stream d'ici là, ce sera cool. Hop. Et parier sur l'équipe tiroir AC. L'équipe tiroir AC, évidemment. Hop, ça, si tu loues, je vais te faire disparaître. Est-ce qu'il y a plus de questions sur quoi que ce soit? Que ce soit sur le coaching, sur la structure, sur la présentation d'aujourd'hui, enfin sur le séminaire d'aujourd'hui, sur l'e-sport, la méta, quoi que ce soit. Comment ça va? Je vais bien. Plus sur du teamplay. Je ferai un séminaire sur le coaching d'équipe. Je ferai un séminaire sur le coaching d'équipe et je le ferai vraisemblablement dans un mois. Il y aura un séminaire par mois à partir de maintenant. Donc il devait déjà y en avoir un en février, mais je n'ai pas pu le faire. Il y aura une VOD, oui. Il y aura une VOD, j'ai enregistré. Est-ce que je vais regarder le showdown? Oui. Je vais même passer sur le stream au début pour expliquer le concept du showdown à tout le monde. Tu vas venir avec Cédric et moi en vocal pour commenter ou pas? Euh... On s'appelle dans notre coin et on critique. Ah ouais? Ouais. Ouais, pourquoi pas. On est des blondes. Et ouais, faudra que je reste à côté de Croco si jamais il a des infos, quoi. Enfin, à la dispo de Croco. C'était très Ah oui, putain, instructif. c'est vrai, ils ont Super. fait une vidéo d'intro, nous. En vrai, pas possible de commenter avec Croco. Euh, j'ai pas... J'ai pas envie de forcer Croco à faire un duocast. S'il a envie de solocast, il solocast. Merci pour ton temps et ton partage de connaissances gratuitement avec nous. Alors si tu veux, je suis payé par Croco, donc ce n'est pas exactement gratuit, mais je suis payé par Croco pour m'occuper de la structure, donc ce n'est pas exactement gratuit, mais l'idée est là. De rien anyway. On aura le droit de mettre notre vidéo d'intro sur le stream. Bah si vous l'avez, qu'elle est prête et que faut l'envoyer à Hachi et c'est lui qui voit. J'esquive. Donc voilà, du coup, je rappelle juste que la structure est continuellement en recherche de coach, que si vous êtes intéressé par le coaching, il suffit juste de m'envoyer un DM, on discutera, je vous poserai des questions et vous pourrez postuler dans mes DM. Quant à Jabami Yumeko, je crois, Yumelo, je ne sais pas. Je t'invite à passer dans mes DM. Je serais potentiellement intéressé d'avoir une discussion avec toi pour pouvoir éclaircir ta vue sur le coaching. Est-ce que la structure actuelle absorbe la charge de tickets? Non, on traite un faible pourcentage des tickets.
Euh, D'ailleurs, faut combien de temps en moyenne pour pouvoir coacher avec la formation? Pour pouvoir commencer à coacher, assez peu en réalité. Par contre, pour pouvoir avoir la validation de la formation, ça fait depuis un mois et demi, un an et demi maintenant, bientôt 2 ans que la structure existe. Ça fait depuis 3 mois maintenant, 4 mois maintenant que le processus de validation existe. Et pour le moment, il y a que moi en coach validé. Bon, c'est ma structure, donc ça veut pas dire grand-chose. Mais pour le moment, il y a pas d'autres coachs qui sont validés. Il devrait y en avoir un mardi, mais enfin validé en tant qu'expert, je veux dire. Mais voilà, il devrait y en avoir un d'ici mardi. Si Win me saoule, je peux lui retirer son rôle de coach. Non. Possible de définir une fourchette. Quand je dis très peu de temps, c'est t'inquiète pas, moi ça arrive. Oui, bah Nixes en l'occurrence qui est présent ici est peut-être l'autre coach le plus proche de la validation. Mais il te reste encore des choses à apprendre. Donc, donc faudra que tu fasses ton bout de chemin quand même. Oui, du coup, la fourchette, c'est à peu près. Pas grave, il y a le daron Sherlock à mes côtés. Le daddy. La fourchette, c'est à peu près entre 3 semaines et un mois par là. Ça dépend En fait, ça dépend de l'effort que la personne met dedans. Le cursus d'enseignement est très dépendant des efforts que tu fais à l'appliquer en fait. Je ne peux pas te forcer à apprendre plus vite. Comment jouer à LoL, être coach et avoir une vie active à côté? Eh bien, pour avoir une balance, il faut le faire très peu. Donc, tu peux avoir les trois, mais il faut choisir en quelle quantité. Si je prenais un coaching un, deux ou trois coachings par semaine, bah, je pourrais tout à fait avoir une vie active. Euh, et jouer à LoL à côté. Nixes, t'es pas mute. Ouais, je sais, je viens de voir. Chut. Ouais, t'inquiète. C'est quoi Daddy? Merci. Je n'en ai aucune idée. Hop. Tac, tac, tac. Le coaching est ton boulot, donc ça aide à la vie active. Oui. Oui, oui, ok, oui, vie active. Je pensais vie sociale. En combien de temps tu t'es senti capable de coach? C'est une question pertinente. Dans le sens expert, ok, c'est une question plus précise et aussi pertinente. Alors, déjà, la réalité, c'est aussi que, en fait, le processus de coach, c'est tout comme n'importe quelle autre profession, c'est une profession, une profession dans laquelle vous êtes toujours systématiquement, constamment en apprentissage. Donc forcément, il y a jamais eu, déjà, il n'y aura jamais de moment où je vais me dire, ok, c'est bon, je peux arrêter d'apprendre, je suis déjà au top de mon niveau. Par contre, à partir de quel moment est-ce que je me suis estimé suffisamment fort en coaching et en tactique d'enseignement pour pouvoir, par exemple, faire la structure? Euh, En gros, et alors ça, je donnerai plus de détails dessus dans le séminaire sur l'apprentissage. Mais en gros, dans le processus d'apprentissage, enfin dans le fait d'apprendre à apprendre, il y a un ordre de structuration il y a un ordre de structuration de l'interaction avec la matière. C'est-à-dire que, pour la faire courte, dans un premier temps, c'est de la mémoire, il faut retenir. Dans un deuxième temps, il faut comprendre. Ensuite, il faut appliquer, analyser, évaluer, créer. Et en fait, quand on est capable de créer, on est aussi capable d'enseigner. Et du coup, c'est à ce moment-là
où je me suis dit que j'étais capable de faire ces structures et de pouvoir mettre en place ce cursus et le transmettre aux gens, c'est que j'ai passé j'ai passé un an à étudier le jeu et à faire du coaching vraiment très bas hello, avec des séances qui étaient absolument horribles. J'étais un très mauvais coach. Et il y a plein de gens à qui non seulement j'ai dit de la merde, mais à qui j'ai il y a plein d'élèves que j'ai lancés dans des pentes descendantes monumentales, euh, ou alors à qui j'ai gâché du temps à balle avec des mauvais conseils, avec des mauvaises méthodes d'enseignement, etc., des mauvaises tactiques. Mais ces échecs-là étaient nécessaires pour que je puisse apprendre et corriger. Et en revenant sur mes propres coachings, etc., c'était des expériences qui évidemment étaient nécessaires. Du coup, à partir de combien de temps est-ce que je me suis senti capable d'être expert? J'ai étudié le jeu pendant un an, ensuite j'ai fait 2 ans dans des petites structures en ERL, et après je me suis dit bon, euh, j'ai suffisamment train pour pouvoir transmettre, et du coup maintenant je peux passer à l'étape supérieure. Tu t'es déjà dit que tu allais être coach quand tu jouais à LoL? Non. J'ai toujours aimé enseigner, mais je n'ai jamais. Enfin, quand j'ai commencé LoL en fin saison 3, je me suis pas dit directement que j'allais devenir coach. Ça m'est venu quand j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais beaucoup le jeu et que j'aimais beaucoup surtout l'aspect stratégique et le fait d'aider les gens. Et de fil en aiguille, je vais pas raconter ma vie, mais de fil en aiguille, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est ce que je voulais faire dans la vie. Tu as fait un comparatif entre le coaching sportif et le coaching e-sportif. As-tu suivi une formation de coach sportif ou as-tu même été coach? Sinon, bravo pour avoir fait beaucoup de sport, je m'y suis retrouvé dans tes explications. Alors, je n'ai pas été coach sportif, je n'ai pas eu de formation de coaching sportif, mais par contre, du coup, dans mon apprentissage et dans mon étude du jeu, en fait, au lieu de commencer par je vais apprendre le jeu, je vais apprendre les connaissances de jeu, en fait, je me suis dit, je vais d'abord apprendre qu'est-ce que c'est un coach. Euh, Et du coup, en me penchant sur cette question, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà tout un monde avant même le fait de dire ah là tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc c'est ce qui a fait partie également de mon année d'apprentissage autodidacte, où du coup j'ai appris à apprendre, j'ai appris à accompagner les gens, j'ai appris à interagir, j'ai appris beaucoup de choses du coup pour pouvoir recentrer et pour pouvoir créer quelque chose de plus proche du coaching sportif. Personnellement, je trouve que le coaching permet aussi autant à l'élève que au coach d'avancer sur une voie de progression. On dirait pas grâce à vous, les personnes qui en recherchent, que je suis passé de Master 150 à GM 800. Oui, c'est toute une mentalité de coach, toute une mentalité de toute une mentalité d'amélioration, de remise en question qui arrive via le coaching. Le moment où on devient légitime, pour toi, c'est à quel moment? Alors, la question de la légitimité, d'ailleurs, elle rebondit sur la question de l'élo qui revient tout à l'heure, enfin qui était venue tout à l'heure. En fait, la question de légitimité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un titre. C'est-à-dire, euh, pour pouvoir faire quelque chose, il faut avoir un titre, un diplôme, un passe-droit. Sauf que la réalité des faits, c'est que tant qu'on ne te demande pas de pratiquer quelque chose, donc de la même manière qu'un médecin doit pratiquer une opération ou que comment ça s'appelle, un,
un athlète doit pratiquer un tir ou quelque chose dans le genre. Dès lors que tu as les connaissances, tu peux commencer déjà à accumuler de l'expérience. Une fois que tu as de l'expérience pour que, avec tes connaissances, tu te rendes compte que tu fais relativement peu d'erreurs ou alors que les erreurs que tu fais sont peu impactantes, etc., à ce moment-là, tu peux te considérer comme légitime, mais auprès de toi-même, pas auprès des autres. Donc, en fait, la question de légitimiser, c'est juste de se dire, juste le fait de se dire, je me sens prêt. Et je me sens prêt à partir du moment où dans la manière dont j'apprends, quand je vois dans ma structuration de l'apprentissage que voilà, j'en suis au stade où je peux créer et donc aussi enseigner, je me suis dit, bon, voilà, je suis prêt. Et donc, je commence à travailler dessus. Mais le moment où on devient légitime, pour moi, c'est une question déjà qu'il faut remettre en cause. C'est-à-dire que il n'y a pas de diplôme dans l'e-sport. Donc si tu attends d'être légitime, tu ne le seras jamais. À la place, fais et ne te préoccupe pas du fait d'être à un certain niveau. Préoccupe-toi juste du fait de continuellement monter en niveau, en qualité de coach, en niveau de coaching. Et si tu cherches uniquement à t'améliorer en tant que coach, tu vas forcément arriver à forcément, il y aura un moment où tu vas dépasser le stade à partir duquel, avant, tu te trouvais légitime. Il y a aussi quelque chose d'ailleurs pour les coachs qui est extrêmement nocif, qui est le syndrome de l'imposteur. Le problème du syndrome de l'imposteur, c'est que il se place à l'arrière de ta tête et il n'en bouge pas. Et le problème de ce syndrome, c'est que en fait, il évolue en même temps que tes propres connaissances. C'est-à-dire que le toi d'il y a 6 mois va se considérer comme un imposteur en regardant à un niveau un peu au-dessus. Et en se disant, je suis pas à ce niveau au-dessus, donc je suis pas légitime. Sauf qu'en fait, 6 mois plus tard, tu seras bien au-dessus de ce niveau, mais tu vas te dire, oh, je suis pas à ce niveau qui est encore au-dessus, je suis pas légitime. Et donc en fait, le syndrome de l'imposteur, il évolue avec tes connaissances. Donc vraiment, se préoccuper de est-ce que je mérite d'être là, est-ce que je suis légitime, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une question qui est importante. Parce que la question qui est importante, c'est tu es là. Tu es là, tu y es arrivé, tu es là. Donc la vraie question, c'est bah, je continue de faire ce que je fais, ce qui m'a amené ici, et je continue de m'améliorer pour pouvoir aller plus haut. Est-ce que ça t'arrive de parler à des coachs du style Toucan, Finn ou autres coachs pro, sachant qu'il y a coach, analyste et head coach dans l'e-sport? Alors, il y a beaucoup plus de rôles que ça, mais oui, ça m'arrive énormément de parler à d'autres coachs e-sportifs. Des coachs haut placés, donc en genre tier 1, tier 2, j'ai dû parler à peut-être 3 ou 4 d'entre eux. J'ai parlé à Finn, entre autres, d'ailleurs, aussi. Et j'ai pas forcément retiré beaucoup de choses de mes interactions, sauf 2 qui sont absolument monumentales et qui sont des personnes tout à fait incroyables. J'ai eu tellement peur de mes premiers coachings que je pense que mes élèves paniquaient parce que je paniquais. Moi ça allait. Mes premiers coachings c'était avec des amis, donc ça allait. Je les ai pris comme cobayes. Certains en ont beaucoup souffert. Certains en ont retiré des événements mémorables. C'est con, la moitié de tes coachs ont ce syndrome. Oui. On m'a proposé de la Div 2, j'étais pas prêt, j'ai tout refusé. Alors, c'est différent. Tu peux refuser une offre parce que tu penses ne pas être prêt. Mais, en fait, il faut pas se fourvoyer sur le fait d'avoir un certain niveau de compétence et le fait d'estimer que ton niveau de compétence, il vaut une certaine valeur. C'est-à-dire que concentre-toi sur le fait d'avoir des compétences adaptives. Concentre-toi sur le fait d'apprendre à apprendre, le fait d'accepter d'avoir tort, le fait
le fait de modifier ta façon de travailler en fonction de l'élève. Il y a des élèves qui fonctionnent très bien avec un style de coaching démocratique, avec un style de coaching autocratique, avec un style laisser-faire. Concentre-toi sur le fait d'être adaptable et tu seras confortable, ou du moins tu sauras quoi faire, quelle que soit la situation. Et à ce moment-là, tu peux apprendre. Et même à haut niveau, de toute façon, il faut échouer pour apprendre. Donc il y a une différence entre dire je ne suis pas prêt pour aller en Div 2 et je n'ai pas envie d'aller en Div 2 parce que je veux continuer à apprendre avec ça, et le fait de te dire ah non mais je suis pas assez bon pour la Div 2. Si on t'a proposé une offre de Div 2, c'est que les gens estiment que tu es assez bon. Passe au moins l'entretien du moins. Avec qui rien ne marchait. Bah écoute, super Nixes, je suis super content pour toi. Je suis content que tu t'épanouisses aussi. J'ai entendu parler un petit peu des avancements de tes projets et je te souhaite une excellente réussite. Un coach, c'est une multiprise de savoir, faut juste réussir à brancher l'élève à la bonne prise. Iris dans la place. Non, même pas. Je discutais avec une des personnes que tu as contacté pour ton projet et c'est cool. C'est chouette que ça avance bien. Si on t'a proposé l'OTF, les gens pensent que tu as le niveau. Oui. S'ils pensaient pas que tu aurais le niveau, ils ne te proposeraient pas de rejoindre leur équipe. Du coup, c'est très important de ne pas te dévaloriser. Puis après, alors, par exemple, pour calmer un petit peu les syndromes de l'imposteur aussi, je connais des coachs. Alors, j'ai discuté avec beaucoup de coachs en tier 3 et tier 2. Je connais des coachs, par exemple, à niveau tier 2, donc en ERL, genre LFL Div 2, NLC Div 2, NLC Div 1, qui, par exemple, sortent d'une game avec leur équipe, rentrent dans une review, et le coach, verbatim, dit bah là, les gars, si vous jouez mieux le teamfight, vous le gagnez, et vous récupérez le Drake, vous backez, et vous gagnez la game. Merci Jean-Mi. Non mais surtout en fait le conseil du coach en review, genre même pas entre deux games de match, donc tu sais t'as pas le temps ou quoi, non c'est vraiment genre en VOD review, le coach lâche, vous jouez mieux le fight. Donc tout à l'heure on parlait des coachs qui n'ont pas les connaissances. Le coach en question était GM 750 et le conseil c'est vous jouez mieux le fight. Balance le blaze, certainement pas. Je balancerai ni le blaze ni la team. Niveau négatif de coaching, oui, parce qu'encore une fois, le fait de coacher et le fait d'être un bon joueur, ce sont deux skillsets différents. Et donc malheureusement, il y a plein de teams qui recrutent sur la base de « Oh, tu es high elo, ah, ça veut dire que tu connais beaucoup sur le jeu, je vais te recruter. » Non. Enfin, oui, tu peux être high elo et avoir beaucoup de connaissances du jeu, mais ça veut pas dire que tu ne peux pas les... Ça veut pas dire que tu peux bien les transmettre. Du coup, Sherlock, pourquoi pas faire des ligues? Comment ça? Qui? Moi? Pourquoi ne pas faire des ligues? Tu veux monter? Je joue mieux. Ouais, c'est ça. La pédagogie en salle d'attente, exactement. C'était super sympa, Sherlock. C'est obligé les résumés de coaching parce que j'en ai fait aucun MDR. Oui, c'est obligatoire. Regarde le template qui est épinglé. Il y a des comment ça s'appelle? Il y a une phrase dedans.
Tu peux littéralement copier-coller la phrase, remplacer par ton élève et envoyer ça dans le salon à chaque fois, c'est fine. Mais laisse au moins une trace écrite que tu as coaché telle personne. C'est hyper important. Mais du coup, Nixes, quand tu disais pourquoi ne pas faire des ligues, tu parles de moi ou ah, pourquoi je fais pas la FL? Alors, euh, bon, déjà, j'ai que 2 ans d'expérience en pratique en team. Et sur ces 2 ans, il y en a 1 an et demi où c'est en inter. Donc en fait, déjà, on ne me connaît pas sur la scène, on ne me connaît pas du tout sur la scène FR. Je n'ai absolument, enfin, non, j'ai absolument aucun contact. Ça, c'est pas vrai maintenant. J'en ai quelques-uns, mais j'ai vraiment très très peu de contacts sur la scène FR. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la structure de coaching, par exemple. C'est le fait de pouvoir faire des environnements d'apprentissage. C'est le fait de pouvoir cultiver en fait l'improvement par la base, commencer genre par la communauté. Et Croco me donne l'opportunité de faire ça, et c'est un rêve pour moi. Si je peux construire une communauté basée sur, qui mettra en avant l'apprentissage, le jeu, le fait d'avoir une relation saine avec le jeu, et pas le fait de ah il faut climb, oh là là. Pour moi ça n'aurait pas de prix et ça vaut tous les coachings LFL du monde. Sachant que avec Croco on a des projets également long terme e-sport, donc je suis pas non plus inactif sur la scène e-sport. Et j'ai énormément sur les élèves que je prends en charge en individuel. J'en ai plein qui sont des élèves qui jouent en OTF ou qui jouent en ERL. Best contact, Sherlock. Non, pas du tout. J'ai quelques contacts, mais au final, assez peu. Bon, du coup, il est 17h35. Je pense qu'il n'y a plus trop de questions. Ce que je retiens, je suis pas trop confiant en tant que coach expert. Merci à plus. J'ai dit que t'es probablement. Alors, déjà, il faut que tu m'envoies ton processus de coaching, mais une fois que tu l'auras envoyé, t'es probablement celui qui en est le plus proche. Rien que parce que. Déjà, en termes de connaissance de jeu, tu es calé. Mais aussi et surtout parce que, en fait, le fait que tu fasses énormément de coaching déjà, quotidiennement, ça fait que tu vas pouvoir apprendre très vite. Donc en fait, même si tout à l'heure j'ai dit tu dois faire ton bout de chemin. Et tout à l'heure d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui me posait une question sur toi et je lui ai répondu que ouais, il a quand même beaucoup de choses à apprendre. Bah en fait, tu vas pouvoir apprendre très très vite. Tu vas pouvoir corriger les choses très très vite en fait. Donc c'est pour ça que je pense que tu seras probablement le troisième coach expert de la structure. Tu es en lien avec Arcadium. Si oui, tu en penses quoi de cette structure? Alors, je ne suis pas en lien avec Arcadium. Je travaille avec Lilisa, qui elle est en lien avec Arcadium. Mais je ne dirai pas ce que je pense de ces structures. Pour des raisons personnelles. Mais de base, je valorise assez peu les plateformes de coaching, genre Snowball, Arcadium, il y a quoi d'autre? Il y a X-School, enfin anciennement X-School, etc. Parce que au final, ce sont juste des plateformes de coaching et c'est très bien hein, que ça existe. C'est pas le principe, c'est juste que moi, ça m'intéresse pas trop quoi.
Pour le moment, j'en ai pas besoin pour vivre, je m'en fous. Voilà, ces plateformes-là ne m'intéressent pas trop parce que bah en fait c'est juste le coach il vient, il coach et voilà quoi. Moi j'aime bien les plateformes qui permettent à leurs utilisateurs d'évoluer. J'aime bien le fait que tu viens, tu fais tes coachings, mais à la fois tu vois, tu gagnes quelque chose outre de l'argent et de la visibilité. Je préfère très largement ça. Pixel Laszlos, pas de souci. Je vais y aller parce qu'il y a le showdown dans 20 minutes, donc je vais aller me concerter avec Croco, avec les chefs d'équipe, etc. Comme j'ai dit, il y aura un séminaire par mois du coup sur le reste de 2022. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'être venus. J'espère que ça aura été intéressant et ciao ciao à vous tous et bonne fin de week-end. Tchuss.